Eh ben, écoute, enchaînons avec la deuxième. Et alors on enchaîne, et alors la deuxième journée, on part en voiture, on a un rendez-vous pour faire une rando au niveau de ce qu'on appelle les lacs Stabanska. Donc c'est pas très loin de là où on dormait, mais encore une fois, hein, j'insiste, c'est vraiment ultra montagneux le Monténégro, donc tu as à la fois ce canyon, à certains moments tu as des hauts plateaux et donc c'est dans un parc naturel et donc là on prend, on rencontre le guide, on se donne rendez-vous avec le guide et puis on part pour une rando. On savait honnêtement pas trop à quoi s'attendre, on n'avait pas eu trop de détails. Le guide hyper sympa, nous dit: «Bah, voilà, on va passer une journée ensemble», voilà, donc hop, on part et puis, ça grimpe, assez sévère. On n'était pas du tout équipés, mais bon, on a de la chance, on aime bien la rando comme je te disais et puis pareil, les enfants, même si c'est un peu dur, comme c'est complètement nouveau, ils suivent bien et au bout de 2 heures et demie de marche, on arrive à ce fameux lac d'eau douce, si tu veux, lac de montagne. Personne, mais absolument personne. Vraiment, alors que tu as, si tu veux, une zone de pique-nique, et cetera. Ah oui, j'ai oublié de dire le logement là, les petits chalets, comme ils savaient qu'on allait faire une rando, ils nous avaient préparé hyper gentiment des petits sacs de pique-nique, donc trop sympa. Donc on s'arrête là, on se baigne dans le lac. Fraîche? Fraîche aussi, mais si tu veux, après 2 heures et demie de marche de montée, c'était vraiment bien, tu vois? Voilà, donc on déjeune sympa, on refait une petite balade avec le guide et ensuite on redescend et on prend la voiture parce que là, on a rendez-vous, enfin, on a notre étape d'après, c'est donc dans un autre logement, voilà, un autre chalet qui était un peu plus à l'est de là où on était et pour accéder à cette zone, ça continue à monter et on arrive sur, le plateau du Durmitor qui est assez connu. Enfin qui est assez connu. Je connaissais pas du tout avant d'y Oui, aller, hein. moi non plus, je Je connais pas. je te mets très à l'aise. Voilà, mais qui est encore là aussi dans un parc naturel, qui est beaucoup plus en altitude. On doit être à 1006-1007, tu vois? Donc on le sent, la température est plus fraîche. On arrive assez fatigué après une bonne journée, mais entre-temps, l'après-midi, on s'est arrêté faire des photos. On a changé, si tu veux, un peu de paysage. Là où c'était luxuriant, le canyon, même la balade au lac Stabanska, on est sur des paysages de montagne, mais qu'on a un petit peu l'habitude de voir en Europe, en tout cas dans les Alpes, par exemple. Là, on arrive vraiment sur un plateau. Il y a plus d'arbres, hein, on est trop haut, et c'est presque un peu un paysage un peu lunaire, si tu veux. Donc c'est hyper dépaysant, tout ça en 2-3 heures de route, tu vois. Voilà, donc hyper chouette, et là aussi, on est accueillis par un couple donc qui gère, une petite dizaine de chalets, là aussi. Donc c'est des petites maisons, tout équipées. C'est sympa, c'est un peu comme à la maison, même si tu as je dirais un bon service hôtelier, normal, traditionnel, sans être du ultra haut de gamme. C'est ce qu'on avait d'ailleurs demandé à Yelena, on voulait quelque chose de confortable, mais qui soit pas, haut de gamme et ça correspond bien à l'offre qu'il y a au Monténégro. Bah, là, on se repose un peu, puis on en profite avec mon fils pour regarder un peu les JO parce qu'on est parti pendant la période des JO, et notamment le basket. Mon fils est fan de basket, donc ce soir-là, je crois qu'il y avait un match. On regarde ça avec attention, voilà, très sympa, quelques petits jeux en famille et puis voilà, on se couche aussi de bonne heure parce que le lendemain, à nouveau une randonnée Allez, c'est reparti. et c'est reparti. Donc là, on a rendez-vous avec un guide aussi très que nous avait trouvé Yelena. Donc tu vois, tout ça est très fluide en fait. Tu suis le programme, tu te laisses porter. Ce qui est sympa, c'est que les guides, ils viennent souvent te chercher à l'hébergement. Donc on part, on va faire l'ascension, la randonnée de la Srevna Greda. Donc c'est compliqué, hein, la langue Ah bah, serbo-croate et la langue donc parlée au Monténégro est quand même compliquée. Elle est écrite soit de manière latine, donc c'est l'alphabet qu'on a nous, mais aussi tout est traduit en cyrillique, tu sais, qui est l'écriture russe. Hein, donc à l'école, ils apprennent les deux formes de langue. Mais même, ce que je voulais dire, c'est que même en écriture latine, c'est extrêmement difficile. Tu as parfois 3 ou 4 consonnes à la suite, donc tu sais jamais comment ça marche. Bon, bref, le guide vient nous chercher pour cette fameuse ascension dont il nous dit qu'elle est très connue. On arrive en bas de la montagne, on retrouve des arbres, etc. Et il nous dit, bah, vous regardez là-haut, c'est tout en haut. Et en fait, au début, on n'y croit pas. On se dit, mais on va jamais réussir, c'est beaucoup trop haut, on voit pas le chemin, etc. Et puis, on démarre et on se laisse prendre au jeu. Et alors, les filles, les deux filles qui sont plus jeunes, partent comme des petits cabris,
si tu veux, devant. À tel point que le guide nous dit: «Mais attendez, j'ai jamais vu ça, vous grimpez hyper vite, et cetera» et on fait l'ascension en à peu près 2 heures, 2 heures et demie, là où lui avait prévu plutôt 5 heures. Ah oui, belle différence. Belle différence, donc on va vite, mais on se prend tous un petit peu au jeu et puis, ça monte quand même assez sec. Heureusement qu'il est là parce qu'on n'aurait jamais pu faire cette ascension sans lui. Bon, d'abord, on n'est pas équipés, mais il y a plein d'endroits où tu sais pas trop où te diriger, il peut y avoir des petits dangers et c'est là où c'est sympa d'avoir un guide. C'est que bon, non seulement il te sécurise et cetera et puis il te donne plein d'informations il te raconte, voilà. Et donc on arrive au sommet, on est super content, on fait même une petite sieste là-haut, très sympa et on redescend tranquillement avec lui. On passe l'après-midi, voilà, on fait quelques lacs, on visite et puis on retourne au logement de la veille. Ce qui était bien, c'est qu'elle nous a, proposé des si tu veux, dans les hébergements, on restait en général 2 ou 3 nuits. C'était pas tous les jours un hébergement différent. Pour pas refaire les valises à chaque fois. Exactement, mais tous les jours, les activités sont vraiment différentes, variées. Et le Monténégro permet sans doute ça aussi. Et alors c'est ça qui est très sympa dans le Monténégro, c'est que ça a beau être petit, il y a une variété de paysages qui est assez dingue, donc c'est très montagneux comme je disais tout à l'heure et une variété aussi du coup d'activités très sympa. Donc voilà, on continue un peu à visiter l'après-midi et puis ensuite on repart au logement. Le soir, on dîne dans un petit resto qui nous avait été indiqué et bon, là aussi, on mange des plats typiques assez surprenants. Je me rappelle plus les termes, exactement des plats, mais on prend des espèces de viandes recouvertes de fromage, donc ça paraît super bizarre comme ça. Ça arrive, ça fait pas très envie, mais à la fin, c'est très bon. Voilà, des bonnes pommes de terre et alors ce qui est amusant, c'est que si tu veux, dans cette région-là, donc on est au nord, hein, du Monténégro, paysage très montagneux et cetera. On voit d'ailleurs qu'il y a quelques stations de ski. Bon, là, on est en été, donc elles sont évidemment pas en fonctionnement, mais ils vouent une espèce de dévotion à Djokovic, tu sais, le joueur de tennis, parce que une partie de la famille de Djokovic vient de cette région. Et donc, on va au resto, nous, on l'ignorait complètement, et le type nous dit: «Ah bah, vous avez raté Djokovic, il était là hier». Mince! Est-ce que c'est une légende urbaine? Peut-être, je pense que oui, mais en tout cas, voilà, ils aiment cultiver cette idée que voilà, Djoko, il vient régulièrement dans la région Ils ont raison. et ils ont raison de faire ça. Ça fait rêver. Bon, bah, allez, on continue. Le lendemain, vous faites quoi? Bah là, on reprend un peu la voiture parce que là, on va se diriger beaucoup plus vers l'est, vers une petite ville qui s'appelle Lubnice, près de Beran, qui est vraiment à l'ouest, nord-ouest du pays, si tu veux. On suit la rivière Tara, là, donc là aussi, vraiment des super beaux paysages. On sort des grands plateaux un peu steppe dont je te parlais, un peu, parfois un peu lunaire, et on redescend et on suit donc cette fameuse rivière Tara. Là, on s'arrête dans un tout petit monastère qui nous avait été indiqué sur l'itinéraire, qui s'appelle le monastère de Dobrilovina. Et ce qui est très sympa, c'est qu'on arrive. Donc déjà, en fait, il est à genre à 10 minutes de la route principale, donc on suit le GPS. On arrive, il y a deux sœurs qui gèrent le monastère. Elles sont que deux. Elles nous ouvrent pour nous la petite église orthodoxe, machin. Elles nous racontent l'histoire de ce monastère. Donc, tu as vraiment l'impression que tu es hors des sentiers battus. Et c'est ça qui est sympa, tu vois, tu aucun touriste, rien. T'as pas l'impression qu'elle a vu beaucoup de monde depuis longtemps. Le truc est complètement paumé, mais tu as un super contact, voilà. Et elle nous explique que pendant l'hiver, pendant les mois d'hiver, en fait, le monastère qui est un peu isolé, il vit en autonomie si tu veux, pendant 2 ou 3 mois, complètement coupé du monde. Voilà, donc hyper amusant. Donc on s'arrête là, on a ce contact avec cette personne et puis on arrive, donc dans le village de Lumnice, pareil dans c'est une sorte de maison d'hôte si tu veux, tenue par une vieille femme très sympa, qui est aidée par ses filles sur la maison d'hôte. Elle nous accueille, si tu veux, dans ce qui va être notre petit logement, une construction en bois. Elle nous raconte l'histoire, donc dans un espèce de mauvais anglais, mais les filles qui ont une vingtaine d'années, qui font leurs études en Serbie, elles parlent beaucoup mieux anglais et puis voilà, nous racontent qu'il y a toute une histoire familiale derrière cet hébergement, qu'en fait c'est le grand-père qui a voulu développer une toute petite activité touristique. Et puis ce que nous on a apprécié, c'est quand on arrive là-bas,
les gens nous disent: «Ah bah oui, mais on connaît très bien Yelena, c'est presque devenu une amie» et si tu veux, il y a, ce petit logement, c'est pour une seule famille. Donc on est les seuls clients. Ça, c'est vraiment agréable. C'est vraiment ce qu'on a aimé dans ce voyage, c'est que, tu vois, ils s'assoient avec nous le soir pour dîner et ils te racontent l'histoire de la famille. Donc c'est là où on a vraiment aussi pris conscience, un peu de l'histoire du Monténégro, le fait que ça a été, très longtemps sous influence russe, puisque c'était, dans le bloc de l'Est, c'était, la Yougoslavie et donc c'est pour ça que, entre guillemets, «la mère», c'est la plus âgée, elle nous dit: «Moi, je suis désolée, je parle pas du tout anglais, j'ai appris le russe, on m'a obligé à apprendre le russe». Voilà, mais mes filles maintenant, ont fait des études, parlent anglais et voilà, donc on passe une super, super soirée. Là aussi, aux petits soins, ils te font découvrir, ils te font goûter leur miel parce qu'eux aussi font du miel local, ils font de la propolis. Voilà, évidemment les petits alcools locaux Ne pas échapper à ça, que surtout tu pas. voilà, tu ne peux pas y échapper, mais ils sont alors c'est vrai que c'est fort, hein. On parle de 40-50 d'alcool, mais ça passe, tu vois? Ça passe, Tu t'habitues. tu t'habitues exactement. Voilà, donc on passe une très bonne soirée avec eux. Ils nous racontent aussi leur parcours de vie, personnel, individuel. Donc tu vois, c'est une famille avec, 1 fils, 3 filles, chacun, travaille dans des domaines différents. Le père, est maçon et quand on est là, il est à côté. Alors pas très bavard, hein, le père, tu vois? Très slave, tu vois? Le regard un peu fermé. Un peu rustre? Un peu rustre, mais on le voit, il bosse, il est en train de construire une autre maison à côté et cetera. Donc tu vois, tous ces parcours de vie sont très sympas et le garçon qui a, une petite trentaine d'années, qui bosse lui dans les télécoms, le week-end aide, ses parents et vient nous voir en nous disant: «Bah, voilà, c'est moi qui sera votre guide demain» parce qu'on a une rando qui est prévue le lendemain. On le savait pas et on va la faire avec lui. Ça se fait en famille, quoi. C'est vraiment le voyage familial, quoi. Et donc le lendemain, voilà, on part avec lui en balade, pareil dans la région. Là aussi, région très montagneuse, région qui est en train de se développer aussi sur le plan des sports d'hiver. Donc c'est marrant, on voit quand pour accéder à la balade, on passe par des petits villages et même des villes, hein, qui sont en train de sortir de terre et en particulier des stations de ski complètement nouvelles. Donc tu vois, ils sont en train, d'installer des télécabines, des téléskis, ça se développe. Ça se développe parce qu'il y a une grosse demande, des Serbes, des Russes, enfin, je dirais toute une population un peu fortunée, voilà, qui veut investir le Monténégro. C'est bien de le faire avant. C'est un peu triste de le voir parce que tu vois ces paysages naturels qui sont quand même un petit peu en train de se dégrader. On a quand même un petit pincement au cœur en partant pour la balade et en voyant ça. Faut y aller vite. Faut y aller assez vite, exactement. On reste dans cette famille, pendant 2 jours. On fait une balade, très sympa donc avec le fils qui est, pour l'occasion notre guide et puis malheureusement le temps des adieux arrive, parce qu'il faut se diriger vers le sud. D'autres étapes nous attendent. On reprend la voiture, on continue notre descente, vers le sud. Là aussi, grande variété de paysages. On s'arrête, il y a plein de petites églises, orthodoxes à travers le pays, plein de petits monastères aussi. Donc dès qu'on peut, on s'arrête, on regarde, on échange aussi avec les gens. Et puis, on arrive à Podgorica, qui est donc la capitale, qui très objectivement n'a pas un intérêt, majeur. Il y fait par ailleurs très chaud parce que c'est dans une cuvette très encaissée. On vient de la montagne, de l'air frais. Là, on arrive, il fait 40-42 degrés. Et puis, du coup, on n'y reste pas très longtemps et on va directement à l'étape d'après, qui est le lac Skadar, qui est un lac absolument époustouflant.